Amandine, Pierre, si vous êtes prêts, je vous laisse la parole. Je crois que nous sommes prêts après le petit stress de dernière minute du numérique. Bonjour à tous. Merci Céline et toute l'équipe d'iMind de nous avoir invités. Je crois que Céline Demilly a parfaitement campé le décor et effectivement, nous allons essayer de partager avec vous un certain nombre de convictions et encore beaucoup de questions que nous avons sur les liens entre TCA et troubles du spectre autistique. Alors, j'ai envie de commencer par dire, pour vous, les TCA, c'est quoi? Alors, j'imagine que beaucoup vont me dire, bah, c'est ça, hein, c'est malheureusement cette pauvre jeune. Alors, l'image est un peu déformée, on a eu des problèmes de compatibilité de format de dernière minute, mais vous comprenez qu'il s'agit bien d'une jeune de 15 ans avec un IMC à 12, 13 et une catastrophe globale, physique, somatique, psychiatrique, la forme grave de l'anorexie mentale qui nous vient tous à l'esprit. Alors, ça reste vrai, hein, bien sûr. Hélas, on en voit encore beaucoup, mais il faut bien penser que ça ne représente qu'un petit pourcentage du total des TCA. En effet, d'abord, avant d'aller plus loin, il faut rappeler que l'anorexie mentale a vu ses critères changer. Hein. Le premier critère que vous avez peut-être appris autrefois, refus de manger, etc., c'est fini. Le premier critère, c'est la dénutrition, mais il persiste, la peur de prendre du poids et la perception déformée de l'image corporelle. L'aménorrhée n'est plus un critère requis. Et il y a beaucoup de formes atypiques d'anorexie. Le deuxième TCA typique, on le sait bien, c'est la boulimie nerveuse. Là encore, les critères ont un petit peu changé, ils sont plus permissifs et avec seulement 4 crises par mois pendant 3 mois, on parle de boulimie typique et elle est atypique si les crises sont moins fréquentes. Et on parle aussi de plus en plus de comportement de purge, qui est une forme de TCA mixte qui n'est pas caractérisé par des crises, mais qui est bien caractérisé par des manœuvres de compensation. Et puis, on le sait bien, le grand troisième TCA typique maintenant dans le DSM-5, c'est ce qu'on appelle en bon franglais le binge eating disorder, on va dire l'hyperphagie boulimique typique pour être plus compréhensible de nos patients. C'est les grosses crises sans comportement compensatoire. Elles sont parfois nocturnes, on parle de night eating syndrome, et elles sont parfois, l'hyperphagie peut être atypique, et c'est souvent ça, avec un peu de compulsion, un peu de grignotage, surtout de l'hyperphagie pendant le repas, de l'hyperphagie prandiale, qui est d'ailleurs parfois plus difficile à repérer. Et le grand problème, on le sait, c'est que les troubles compulsifs mènent à l'obésité. Et effectivement, alors, si vous ne voulez pas vous embêter avec la classification DSM-5, je pense qu'il y a une approche très pragmatique qui fonctionne très bien en clinique, qui est les catégories larges qui a été proposée il y a une vingtaine d'années par Timothy Wade. Et il s'agit simplement de regrouper les restrictifs à gauche de l'axe d'IMC qui mènent à la dénutrition, typique, atypique. Je signale les ARFID, Avoidant Restrictive Feeding Ingestive Disorder, c'est un nom un peu compliqué pour dire trouble restrictif atypique. Au milieu, nous avons la boulimie et toutes ses variantes, comportement de purge, etc., avec un IMC qui fluctue autour de la normale. Et bien sûr, à droite de l'axe, en surpoids, voire en obésité plus ou moins sévère, les troubles compulsifs divers que j'ai mentionnés. Et déjà, ces 3 ronds vous donnent une idée de la prévalence respective de ces 3 catégories larges, restrictives, boulimiques et compulsives. Alors, on sait maintenant qu'on peut dépister en santé primaire de façon large les TCA avec le questionnaire SCOFF, 5 questions auxquelles on répond oui ou non et qui adressent des symptômes cardinaux des différents TCA, restrictifs, boulimiques ou compulsifs. Et avec 2 réponses positives, on est quasiment sûr qu'il y a un TCA. Alors, quand on est spécialisé dans les TCA, on ne s'en sert plus, mais bien sûr, en santé primaire ou dans un CMP ou, que sais-je encore, en santé scolaire, on peut être intéressant de bien le connaître pour le glisser dans la conversation pour repérer un TCA. Et quand on utilise cet outil qui ratisse plus large, vous l'avez compris, que les formes typiques du DSM-5 qui sont assez étroites dans la définition, eh bien, la catastrophe est là. C'est-à-dire qu'on constate que depuis un certain nombre d'années, on a des chiffres de l'ordre de 20% de prévalence de TCA chez les étudiantes, un peu moins chez les garçons, 13% quand même, avec, vous voyez, une répartition 2% d'anorexie, 7% de boulimie, 12% d'autres TCA. À l'époque, on ne savait pas encore très bien classer les OSFED du DSM-4. Chez le généraliste, c'est aux alentours de 13% et souvent le diagnostic n'est pas fait. Le diagnostic est méconnu par le généraliste. En utilisant également ce scanner SCOFF et un algorithme Expalier que nous avons validé, nous avons pu, en collaboration avec la cohorte Nutrinet, montrer qu'en France, c'est environ 13 à 14% des nutrinautes qui sont touchés par un TCA. Là encore, comme c'est classique, un peu plus les femmes que les hommes. Et vous voyez que c'est loin d'être négligeable, 8% des hommes. Et on retrouve la prédominance très nette des troubles compulsifs.
Et dans les restrictifs, 7,2%, il y a un certain nombre d'anorexie mentale typiques. Vous voyez donc l'ordre de grandeur de répartition des différentes formes. Alors malheureusement, la situation s'aggrave. Vous avez tous entendu parler de l'impact de la pandémie Covid sur la santé mentale en général. Sur les TCA, ça ne fait pas exception. Nous avons publié l'été dernier une grosse étude sur 3000 étudiants avec exactement la même méthodologie que quelques années auparavant. Alors, c'est écrit petit, mais en gros, de 2009 à gauche à 2021 pour les femmes à gauche et les hommes sur le panel de droite. Vous voyez bien qu'à droite, ça décolle. On a une très forte augmentation de la prévalence des TCA chez nos étudiants et étudiantes. Et ce qui est assez inhabituel, c'est que ce qui augmente le plus, ce sont les formes boulimiques et un peu compulsives. Et les formes restrictives augmentent un peu aussi, mais dans une proportion moindre. Alors, ça, c'est la France, enfin quelques aperçus sur la France. Au niveau mondial, ce n'est pas beaucoup mieux. On est à environ 20% en catégorie large chez les femmes, 15% chez les hommes. Et puis, lorsqu'on regarde l'évolution au fil du temps, ces données sont tirées d'une large revue qu'une de nos doctorantes a publiée il y a 2 ans d'American Journal of Clinical Nutrition. On voit qu'entre 2000 et 2013, sur la partie gauche de la diapositive, la prévalence double quasiment pour les formes typiques. Et également, si on reste sur les formes DSM-4, vous voyez que le Japon, qui était quasiment exempt de TCA il y a 30 ou 40 ans, est maintenant extrêmement fortement frappé. Et on retrouve ça dans la plupart des pays. Donc, on a du souci à se faire. Il y a beaucoup de travail dans le domaine des TCA. Et puis aussi, vous voyez, l'approche qu'on en a maintenant est quand même différente de celle qu'il y a 20 ou 30 ans. Il y a beaucoup plus de TCA que simplement d'anorexie mentale typique. La prévalence est élevée, vous l'avez vu. On a beaucoup plus de cas chez l'adulte que chez l'adolescent, pour des raisons évidentes de taille de cohorte. On va y revenir tout à l'heure, mais on comprend un peu mieux quand même maintenant la physiopathologie des TCA. Ce qui est clair, c'est qu'il y a beaucoup de TCA cachés un peu partout, et ça, c'est le teasing pour ce qui va suivre sur les liens TCA-TSA. Et puis, ces formes atypiques, il faut y penser parce qu'elles sont plus fréquentes que les typiques. Heureusement, les patients sont de moins en moins dans le déni, ils sont informés, ils comprennent leur maladie, ils demandent le plus souvent des soins qui ne sont pas toujours suffisants. On a développé l'ambulatoire, on a une approche addictive, empathique, beaucoup plus que sous la contrainte. On va viser plus de la rémission, de l'amélioration de qualité de vie, voire de la guérison plutôt que de se résigner à une certaine chronicité. Les décès ont heureusement beaucoup diminué, notamment dans l'anorexie mentale. Et on fait un travail autour du patient, d'accompagnement, de réinsertion, plutôt que de le mettre au banc de sa famille ou de son lycée. Et puis, bien sûr, l'enjeu, c'est le dépistage précoce, vaste débat, de pouvoir orienter le plus tôt possible le patient vers un parcours de soins. Et on sait bien que la clé dans ces pathologies du comportement alimentaire, comme dans les TSA, c'est les équipes spécialisées multidisciplinaires. Alors, Amandine, un ou deux cas cliniques peut-être. Voilà, donc je vais illustrer mon propos par 2 cas cliniques que je trouve tout à fait représentatifs de ce qu'on a pu voir ces derniers temps dans notre établissement. Donc, on a d'abord une dame qui s'appelle Madame E, qui a 46 ans, arrivée avec un IMC à 13,78, une anorexie chronicisée depuis l'âge de 15 ans, sans aucune période de rémission, de très nombreuses hospitalisations en région parisienne qui ont été souvent très mal vécues pour anorexie et dépression, une tentative de suicide au début de l'âge adulte, une anxiété sociale des TOC, un trauma sexuel à l'âge adulte, des antécédents familiaux d'anorexie mentale, ce qui est assez fréquent, et de trauma sexuel, des difficultés à maintenir ou retrouver un emploi malgré un niveau de formation important, et un faible étayage amical, elle est célibataire sans enfant, et des centres d'intérêt spécifiques tels que la lecture, l'écriture et la pratique du lancer yoga randonnée. Et surtout, elle avait une alimentation rituelle, elle avait des repas parfaitement identiques d'un jour à l'autre, c'était même consigné dans un carnet. L'autre cas clinique, c'est une jeune de 16 ans, arrivée avec un IMC à 14,59, qui arrive avec des scarifications depuis l'âge de 11 ans, une anorexie restrictive puis mixte chronicisée depuis l'âge de 12 ans, de nombreuses tentatives de suicide. Ce qui est atypique, c'est jeune, 12 ans, et avec des méthodes plutôt violentes comme la strangulation, des conduites ordaliques, des consommations de toxiques jeunes et crescendo, des sniffs d'aérosols, la codéine, LSD, THC, une première hospitalisation en psychiatrie en novembre 2021 pour des idées suicidaires, et dans l'enfance, on trouve un trouble phonologique, des terreurs nocturnes et des peurs du noir, des otites à répétition et de la constipation, des difficultés à se faire des amis et du harcèlement scolaire, et des intérêts spécifiques au niveau de la musique psychédélique et de l'art. Quand on regarde ces 2 cas cliniques, finalement, il n'y a rien de très exceptionnel. Il y a beaucoup de psychiatres, je pense, qui passeraient complètement à côté parce qu'on n'est pas du tout formé à rechercher l'autisme, surtout chez les femmes qui sont dans des cas d'autisme non déficient. Ah oui, enfin, j'ai oublié avec un trouble bipolaire. Alors, pourquoi est-ce que c'est compliqué de trouver justement à faire la part des choses dans l'autisme et le trouble alimentaire?
type anorexie, parce qu'ils partagent un très grand nombre de caractéristiques communes, puisqu'on trouve des chiffres autour de 20 à 35% de caractéristiques communes, comme la rigidité cognitive et comportementale, les obsessions, le défaut de cohérence mentale, les troubles des fonctions exécutives. On trouve également le déficit de la théorie de l'esprit, la dysrégulation émotionnelle et la lexithymie, le feedback négatif, l'anxiété sociale et un mode de vie ascétique. On sait aujourd'hui qu'un très grand nombre de ces caractéristiques est influencé par la dénutrition et que certaines jeunes femmes, lorsqu'elles recouvrent un poids normal, amendent une partie de ces symptômes. Une autre catégorie aussi présente, comme l'avait montré beaucoup de Chanturia, une préexistence de cette caractéristique cognitive qui est en fait aggravée par la dénutrition. La différence, c'est que les patientes qui sont, elles, anorexiques avec un TSA constitué vont persister dans ces difficultés malgré la renutrition. Ce qui est intéressant, c'est de voir la prévalence de la comorbidité entre le TSA et l'anorexie mentale. 90% des personnes qui ont un trouble du spectre autistique ont des problèmes de rapport avec l'alimentation et 70% une sélectivité. Tandis qu'on trouve 1 sur 5 à 1 sur 10 des patients anorexiques qui ont un autisme avéré. Il y a également des chances importantes lorsqu'on fait un diagnostic d'autisme de trouver un diagnostic d'anorexie mentale, de trouver un trouble du spectre autistique, puisqu'on a une multiplication par 15 du risque par rapport à la population générale, tandis que lorsqu'on fait un diagnostic de trouble autistique, on multiplie par plus de 5 le risque chez ces patients d'avoir une anorexie mentale. Donc, il faut rechercher systématiquement la comorbidité dans l'anorexie d'un TSA et dans le TSA d'une anorexie. La question aussi, c'est les autres troubles dont a parlé Pierre. Les autres troubles du comportement alimentaire sont très peu documentés. Il n'y a presque aucune recherche sur le binge eating disorder et sur la boulimie dans les troubles du spectre autistique. Ce qu'on retrouve récemment, c'est quand même une prévalence très élevée de l'obésité, du surpoids et une prévalence aussi élevée de l'insuffisance pondérale. On sait aujourd'hui que les enfants qui sont porteurs d'autisme ont un risque accru d'obésité et de surpoids lié à de multiples facteurs. Autre chose très intéressante, lorsqu'on regarde la population autistique, on se rend compte que la catégorie normopondérale disparaît à mesure que l'enfant grandit et devient adulte, puisqu'il y a de plus en plus de troubles alimentaires, c'est-à-dire que les personnes qui ont déjà un surpoids basculent dans l'obésité, celles qui ont déjà un poids normal basculent dans le surpoids, et ceux qui ont un poids normal aussi, pour une partie, basculent dans le sous-poids, et ceux qui ont un sous-poids peuvent aggraver ce sous-poids. Donc, on se retrouve avec une population qui présente énormément de troubles du comportement alimentaire et de problèmes pondéraux, et qui sont pour la plupart non pris en charge. Chez les hommes aussi, on trouve une prévalence importante de dénutrition, puisqu'on relève 28% des personnes masculines autistes qui auraient un IMC dans le 5e percentile ou moins. Le TSA, c'est quoi? Alors, c'est le déficit dans les compétences sociales, communicatives, cognitives, mais c'est aussi une différente manière de percevoir le monde, de bouger, de vivre les émotions et de développer des affects. Ce sont des caractéristiques qui sont complexes. On va retrouver effectivement l'hypersensibilité, la douleur à certains stimuli, une différence dans le tonus musculaire, une rigidité posturale, un trouble attentionnel qui participe en lui-même aussi de l'hypo et de l'hypersensibilité, un problème de science, des difficultés de synchronisation, de coordination et d'intégration des mouvements et des perceptions de stimuli, et enfin des différences de coordination corporelle lors des interactions sociales. Tout ça va nous amener à l'idée de l'incarnation dans l'autisme, terme qu'on utilise peu en France. En anglais, on dit embodiment. C'est une nouvelle notion que je trouve extrêmement intéressante et qu'on a développée dans le service. L'idée, c'est que l'hyper et l'hyposensibilité sensorielle, associées à des schémas particuliers de mouvement, d'émotion et de perception, va créer un sens autistique, une façon de percevoir le monde et de se construire qui sera donc particulier et différent de la neurotypie. Et ce sens autistique va influencer en lui-même la façon dont on ressent le monde, la façon dont on bouge, la façon dont on ressent les émotions, la façon dont on perçoit. Finalement, les aspects sensorimoteurs et affectifs particuliers de l'autisme, c'est à la fois une manière alternative de voir le monde, mais c'est aussi une manière de s'adapter. Par exemple, de ralentir le monde, de moduler, d'éviter certains stimuli qui changent trop rapidement de rythme ou de type. Dans l'autisme, ce qui nous intéressait aussi, c'est la question de l'image du corps. On a l'idée de la dysmorphophobie dans l'anorexie mentale, mais il se trouve qu'il ne s'agit pas de ça dans l'autisme. Ce n'est pas une internalisation de l'idéal de minceur, mais plutôt un trouble perceptuel. En effet, il y a une étude récente, en 2020, qui montre que l'influence du poids et de l'aspect physique n'est pas la motivation principale chez ces jeunes femmes. Elles sont d'ailleurs dans les services en général peu compétitives avec les autres patientes et ne se comparent pas. On a aussi relevé également la même année, dans une autre étude, qu'il y avait une perception erronée de la taille corporelle chez les patients porteurs d'autisme. Et tout ça peut induire des troubles du comportement alimentaire d'une façon différente d'une personne neurotypique. Oui, ce que je voulais préciser aussi, c'est que
les patients, lorsqu'on leur fait reprendre du poids, c'est une chose qui nous a mis un peu la puce à l'oreille, elles pouvaient avoir plus de difficultés à se mouvoir, plus de difficultés à repérer leur corps dans l'espace et l'espace autour d'elles. Donc, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on prend aussi en compte dans le service. Il y a aussi la question du schéma corporel dans l'autisme, puisque la proprioception peut être différente dans l'autisme, et qu'elle induit aussi une différence de plasticité du schéma corporel et une différence de performance dans le visuospatial. Donc, tout ça étant impliqué, on comprend aussi la difficulté de pouvoir avoir une vision cohérente de soi. Donc, évidemment, c'est ce que je disais, donc une difficulté dans la motricité, dans la représentation de son corps et une difficulté à se situer dans l'espace. La grande question, c'est la puberté. En tant que pédopsychiatre spécialiste de l'adolescence, c'est une question moi, que je trouve très importante. Chez ces personnes qui présentent toutes ces singularités, toutes ces difficultés, lorsqu'arrive la question de la puberté, on a un risque majeur d'avoir des symptômes anxieux, dépressifs, et on le sait aujourd'hui, beaucoup plus de chances d'avoir un trouble alimentaire que chez un adolescent neurotypique. Autre chose qui nous a beaucoup intéressé, c'est que, notamment chez les femmes, il y a un risque élevé de maltraitance sexuelle, physique et émotionnelle. Et nous avons une comorbidité de syndrome de stress post-traumatique très présente chez nos patients qui présentent une anorexie mentale associée à un autisme. Donc, on fait très attention à ça aujourd'hui dans les diagnostics que l'on porte dans le service. Aujourd'hui, on a une vision relativement intégrative de l'anorexie associée à l'autisme. On s'est rendu compte en fait que toutes les difficultés liées à l'autisme entraînent des stratégies d'adaptation qui sont principalement la restriction alimentaire. Pourquoi? Parce qu'elle va engourdir et permettre une résolution des expériences sensorielles et émotionnelles douloureuses et induire une sensation de calme, de tranquillité et de prévisibilité chez des personnes qui ont besoin de prévisibilité. Les facteurs qui sont modérateurs et déclencheurs, c'est l'intimidation, le harcèlement, le fait que l'autisme ne soit pas diagnostiqué et donc il n'y ait pas d'adaptation, des événements de vie stressants et la puberté en elle-même. Tout ceci va impacter effectivement l'estime de soi, la perception du contrôle de son corps et induire des troubles comme la dépression et l'anxiété. Je laisse la parole à Pierre. Alors, vous avez vu qu'on a bien ces agrégats cliniques qui nous interpellent, qui nous ont frappés depuis quelques années, qui nous ont amené à lui poser des questions. Et c'est vrai que quand on regarde la littérature, on voit bien que de plus en plus de papiers attirent l'attention sur ces comorbidités, anorexie, TSA. Malheureusement, il n'y a pas encore grand-chose sur les autres types de TCA, mais on pressent qu'il y en a quand même beaucoup en association avec les TSA. Et ce qui est frappant aussi, c'est de voir comment les progrès des 10 dernières années dans le domaine de la neurobiologie, de la microbiologie, nous amènent à avoir une certain nombre de similitudes dans l'implication de l'axe microbiote intestin-cerveau dans ces deux groupes de pathologies. Alors, si vous n'êtes pas spécialisé dans le comportement alimentaire, juste un petit rappel, on sait maintenant que le tube digestif joue un rôle majeur dans la régulation neuro-hormonale du comportement alimentaire, avec de façon très schématique la gréline gastrique qui stimule la prise alimentaire et toute une série de signaux satiétogènes venus de l'intestin grêle, du côlon, du pancréas, du tissu adipeux qui vont signaler la satiété et faire qu'on alterne en toute harmonie des phases où on mange parce qu'on est content et qu'on trouve ça bon et des moments où on s'arrête de manger parce qu'on a trouvé du plaisir, qu'on est rassasié et qu'on pense à autre chose et qu'on passe à autre chose. Alors malheureusement, ceci se dérègle donc dans les TCA et ce qui est frappant de voir, c'est qu'on retrouve dans les TCA, dans les troubles fonctionnels digestifs, on voit apparaître l'intestin, et dans l'obésité, un certain nombre de facteurs de risque communs de déclenchement qui ne sont pas sans rappeler certains qu'on peut voir aussi chez certains patients ayant un TSA. Donc le terrain, bien sûr, il y a des agrégats familiaux, des périodes de vulnérabilité, Amandine vient de parler de la puberté. Je ne rentre pas dans la génétique parce que c'est compliqué et qu'honnêtement, j'y connais rien. On a quand même des arguments pour un déterminisme génétique assez significatif dans l'anorexie mentale. C'est beaucoup moins clair dans les autres troubles du comportement alimentaire. Et puis, il y a un intérêt de plus en plus vers un déterminisme métagénétique, métagénomique. On va y revenir avec le microbiote. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on a souvent ces stress. Amandine a bien illustré ces deux cas, hélas, de traumatisme sexuel. C'est terriblement fréquent. Et toute autre sorte de maladies, d'infections, de stress, d'accidents, voire de régimes inappropriés, de séparation, de conflits qui peuvent venir déséquilibrer. Et le dénominateur commun de tout ça, on le sait bien, c'est l'activation de la voie du stress, que l'activation de la voie hypothalamo-hypophyso-surrénalienne, la libération massive de CRF, d'ACTH, de cortisol
et toutes les conséquences que ça a à la fois sur la motricité, la sensibilité digestive, mais aussi sur l'immunité, tout ça participe au dérèglement neurobiologique qu'on observe dans toutes ces pathologies de l'axe microbiote intestin-cerveau. Parmi les atteintes digestives qui sont bien documentées maintenant dans les troubles du comportement alimentaire, en tout cas dans l'anorexie mentale, il y a l'augmentation de la perméabilité intestinale. Nous l'avons montré sur un modèle de souris il y a quelques années sur lequel nous continuons à travailler, le modèle ABA qui nous est très utile pour comprendre tous les dérèglements. Et nous venons de le confirmer également chez l'homme dans l'étude de Piano qui est en cours de publication, donc augmentation de la perméabilité intestinale au cours de l'anorexie mentale. Mais cette augmentation de la perméabilité ne reste pas silencieuse et on sait que nos patients TCA ont énormément de troubles digestifs, jusqu'à 70% selon les séries. Et selon l'anorexie, la boulimie au milieu ou le binge eating disorder à droite, le type de trouble digestif peut être légèrement différent, mais en gros, on va retrouver très souvent des troubles dyspeptiques sur le haut de l'estomac, l'œsophage, et des troubles de type intestin irritable, douleur, ballonnement, troubles du transit sur la partie basse. Et on sait bien que la plainte digestive est souvent au premier plan chez nos patientes et patients atteints de TCA, ce qui n'est pas sans rappeler évidemment aussi les plaintes digestives très fréquentes dans les TSA. Nous avons pu montrer chez nos étudiants, vous savez, 23% de TCA chez les étudiantes, qui avaient également une forte comorbidité entre TCA et troubles fonctionnels digestifs qui va souvent avec le stress, avec l'anxiété, la cyberaddiction. Donc, on a un agrégat de symptômes autour du TCA. Nous n'avons pas pour l'instant eu les moyens de faire une recherche systématique de TSA sur quelques cohortes de milliers d'étudiants. On a très envie, mais c'est un peu plus compliqué. Mais on va peut-être y réfléchir avec l'aide de iMind si vous avez des suggestions à nous faire. Et puis en médecine générale aussi, en santé primaire, les troubles digestifs sont un très bon indicateur du risque élevé de TCA. Clément Rapp, qui travaille dans le service ici, a fait sa thèse justement sur ce rôle sentinelle des troubles digestifs en médecine générale. Et lorsqu'un patient consulte pour un trouble digestif, quel qu'il soit, eh bien, vous voyez à gauche, 36% de prévalence des TCA contre 14% dans la patientèle de consultation tout venant. Donc, on peut utiliser ces troubles digestifs comme étant une sorte de lanterne d'alerte, à la fois pour les TCA et probablement aussi pour les TSA. Alors, pourquoi le tube digestif est-il si sensible? On l'a vu, il joue un rôle important dans la régulation du comportement alimentaire par voie neuro-endocrinienne. Alors, ce schéma un peu trash en termes de couleur a quand même l'avantage de rappeler que le nerf vague joue un rôle très important dans la signalisation de la satiété, qu'un certain nombre de métabolites produits par la fermentation, par l'activité du microbiote intestinal, notamment les acides gras à chaîne courte, jouent un rôle régulateur également, et que toute une série d'hormones, PYY, GLP1 et encore bien d'autres, sont produites par les cellules endocrines de l'intestin et vont participer avec les signaux neuronaux, avec les cytokines et avec de nombreux autres encore molécules signal à un dialogue intestin-cerveau qui est bidirectionnel dans la régulation de la prise alimentaire et de bien plus que ça encore, la motricité, la sensibilité digestive, l'émotion, et la littérature explose maintenant sur le rôle du microbiote dans l'anxiété, dans la dépression et plein d'autres troubles. Alors, nous avons beaucoup travaillé là-dessus au sein de notre unité depuis quelques années, montrant que certaines bactéries ont la capacité de produire des séquences peptidiques qui miment de façon très proche l'alpha-MSH, la gréline, la leptine, donc qui jouent un rôle dans le contrôle de la faim et de la satiété. Il nous a même identifié cette protéine CLPB qui ressemble à l'alpha-MSH, qui est plus élevée chez les patients atteints de TCA, qui a des effets satiétogènes in vivo et in vitro. Je passe sur la méthode de protéomique. Et un autre thésard du labo a montré que justement les bactéries, en réponse à l'apport de nutriments, sont capables de modifier leur protéome et que dans ce protéome activé par les aliments, il y a un enrichissement en facteurs de satiété, notamment la CLPB et sans doute d'autres, qui participent donc à la régulation de notre prise alimentaire après les repas. Donc, en quelque sorte, nos bactéries, quand elles ont bien mangé, elles nous disent « merci, ça suffit » et on va peut-être s'arrêter et passer à autre chose. C'est le résumé graphique de cet article de Cell Metabolism qui justement montre comment l'apport de nutriments modifie la croissance et l'expression protéomique de certaines bactéries commensales comme E. coli ou d'autres. Et puis, donc, une cascade d'activation aboutit à la signalisation de la satiété au niveau du cerveau. Et donc, on progresse beaucoup. Notre équipe et quelques autres au niveau international sont très investis sur l'identification de facteurs issus du microbiote
qui peuvent jouer un rôle de plus en plus précis dans la régulation du comportement alimentaire et des sentiments associés. Il y a clairement une dysbiose au cours de l'anorexie mentale. Les données sur la boulimie et l'hyperphagie boulimique sont encore très limitées, mais en tout cas, Jonathan Breton a récapitulé il y a 2 ans donc, les papiers disponibles. Il y en a 1 ou 2 de plus maintenant. Donc, il y a un certain nombre d'études concordantes sur les espèces, les genres qui sont diminués ou augmentés dans l'anorexie mentale. Tout n'est pas encore très clair. Disons-le, on n'a pas le fingerprint, on n'a pas l'empreinte digitale précise du microbiote dans les TCA, mais on commence à voir des tendances, par exemple sur l'augmentation des entérobactéries, sur la diminution de Roseburia, des choses comme ça, sur lesquelles on continue à travailler. Et ce qui est troublant, c'est de voir que quand on regarde à peu près dans les mêmes années l'évolution de la littérature sur le rôle de l'axe microbiote intestin-cerveau dans l'autisme, que vous connaissez bien mieux que moi, on voit toute une série de concepts qui sont très similaires. Le concept d'augmentation de la perméabilité intestinale, le concept d'activation inappropriée de certaines cellules endocrines, activation inappropriée des cellules immunitaires, production excessive de certaines cytokines, diminution de la production d'un certain nombre de neurotransmetteurs, parce que c'est une des grandes découvertes de ces dernières années, c'est que le microbiote produit des neurotransmetteurs ou des précurseurs de neurotransmetteurs, et que selon la composition du microbiote et les activités métaboliques de l'hôte, on va avoir un profil de neurotransmetteurs ou de métabolites qui va changer. Ceux qui ont été particulièrement étudiés, c'est par exemple le rôle des acides gras à chaîne courte sur la partie gauche de la diapositive, et en fait, dans la dysbiose associée au TSA, la diminution d'un certain nombre d'espèces butyroproductrices, comme on les appelle, et s'associe donc à la baisse des acides gras à chaîne courte, dont le butyrate, et ça joue un rôle dans la perte notamment de la fonction satiétogène du butyrate, et donc ça pourrait peut-être expliquer pourquoi, avec le temps, comme je disais tout à l'heure, un certain nombre de jeunes autistes qui prennent de l'âge glissent vers la droite de l'IMC parce qu'ils perdent une partie de leur capacité de signalisation de la satiété. Le nerf vague est très sensible aussi au contenu du microbiote. Le GABA a soulevé beaucoup d'intérêt puisqu'on sait bien que la diminution du GABA peut occasionner beaucoup de troubles au niveau neurocomportemental. Or, on a des souches bactériennes qui sont productrices de GABA ou de précurseurs de GABA. Et enfin, il y a aussi quelques souches qui sont mises en cause dans l'augmentation de la réponse inflammatoire, par exemple la production d'IL-8. Et en ce qui concerne les métabolites, on a maintenant de plus en plus de papiers dans des grands journaux qui sortent et qui nous montrent qu'effectivement, il y a des sortes de signatures différentielles de composition du microbiote et surtout de fonctionnalité du microbiote chez les enfants. Là, en l'occurrence, il y a peu de choses chez l'adulte pour l'instant. Des enfants ayant un trouble du spectre autistique dont on voit qu'ils ont un déséquilibre, par exemple un excès de souches de l'espèce Clostridiale avec beaucoup de cytokines pro-inflammatoires et des modifications importantes des différentes voies métaboliques du tryptophane, de la sérotonine et d'autres neurotransmetteurs. Alors, il faut apprendre le latin quand on s'intéresse au microbiote parce que l'Actinoclostridium bolteae, on ne dit pas ça tous les jours dans les salons, mais de plus en plus en recherche médicale et en santé, on va être obligé de réapprendre notre latin. Et puis, je voudrais signaler encore ce papier absolument passionnant donc de Cell 2019, un bon journal, qui nous montre que, c'est un gros papier, que si on transfère du microbiote en haut à gauche de jeunes autistes à des souris germ-free, donc sans microbiote, et qu'on compare ça à du microbiote provenant de sujets à développement typique, comme on dit, eh bien, vraiment, on voit des grosses différences sur la composition du microbiote, mais aussi sur un certain nombre de métabolites. Et ce qui est très joli, c'est que dans cette étude, la deuxième partie porte sur un modèle murin BTBR, donc de genre de troubles ASD humains transférés chez la souris, c'est pour simplifier. Et on voit qu'en administrant certains métabolites dont on a vu qu'ils étaient déficients chez les patients autistes, par exemple le 5-aminovalérate, la taurine, eh bien, on restaure en partie, on corrige en partie un certain nombre de troubles neurocomportementaux. Donc, tout ça est évidemment extrêmement excitant. Il y a encore beaucoup plus de questions que de réponses, mais ça nous guide quand même vers des pistes. Et alors, la question qui vient tout de suite et qui a beaucoup agité et qui est parfois complexe quand on est sollicité par les familles ou par les patients eux-mêmes, c'est qu'est-ce que je peux faire sur le plan alimentaire ou de mon microbiote pour essayer d'améliorer ma maladie. Alors là, on est un peu déçu parce qu'il y a eu beaucoup de buzz, beaucoup d'enthousiasme et finalement pas grand-chose qui sort. Il y a eu un mouvement de mode sur le régime sans caséine, sans gluten, sans sucre complexe. Tout ça, il faut oublier. Il n'y a pas de démonstration du tout de l'efficacité et moi, je pense qu'il y a des risques
quand il y a un TSA qui augmente le risque de TCA, ce n'est pas le moment de faire des régimes restrictifs bizarres dont l'efficacité n'est pas démontrée. Le régime cétogène, ça c'est à suivre parce qu'on sait que le régime cétogène augmente la production de GABA. Donc, quelque part, ça peut avoir du sens, mais on est au début de l'histoire. Donc, on n'en est pas à faire du cétogène pour tous. Des supplémentations diverses ont été testées. Les oméga-3, peut-être quelques pistes intéressantes, différentes vitamines, le zinc, le précurseur de glutathion, certains dérivés phytochimiques. Bon, tout ça est très préliminaire. Il n'y a rien de démontré. Alors, malheureusement, il y a des gens qui font du marketing et de l'argent là-dessus. Hein. Mais il faut bien dire qu'aujourd'hui, nous ne savons pas quoi dire d'autre, si ce n'est que lutter contre la sélectivité alimentaire, diversifier, équilibrer, parce que finalement, la meilleure façon de rééduquer le microbiote, c'est de lui donner à manger de tout un peu. Est-ce qu'en agissant directement sur le microbiote avec des probiotiques, par exemple, on peut améliorer la situation? Là, je vous renvoie à cette revue toute récente hein, de Prosperi en 2022 qui a revu la littérature, ils ont eu du courage, hein, 1769 publications pour finalement n'en garder que 19 qui sont considérés comme d'une qualité à peu près convenable sur le plan méthodologique. Donc, il y a quand même 2 études contrôlées de probiotiques, mais avec 2 souches différentes. Donc, il y a une étude par souche, bien faite. Il y a une étude pour un prébiotique de galacto-oligosaccharides et il y a 2 études de transplantation de microbiote fécal. En gros, en résumé, pour l'instant, les données sont partielles. On ne peut pas conclure. Il n'y a aucun probiotique dont on peut dire qu'il est efficace et il faut le donner. On est dans le pragmatisme. On a quelques probiotiques intéressants pour les troubles digestifs. Ça ne peut pas faire de mal. C'est symptomatique, mais ça ne va peut-être pas prétendre améliorer le TSA en lui-même. Donc, il y a encore du travail. Un mot quand même sur la transplantation de microbiote fécal qui a évidemment beaucoup frappé les esprits. On se souvient de l'étude de Kang publiée en 2017 qui était assez spectaculaire. Le follow-up 2 ans plus tard restait très intriguant avec un maintien d'un centre de bénéfices. Et tout récemment, on a une autre étude fin 2021 qui est sortie, une étude chinoise qui a la particularité, alors malheureusement c'est une étude ouverte, hein, il n'y a pas de contrôle, mais quand même ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un suivi sur 12 semaines et on voit que sur un certain nombre de paramètres, que ce soit en haut à gauche, le score de troubles digestifs, la consistance des selles, sur les panels en haut à droite et en bas à gauche sont des scores de symptômes autistiques. On voit quand même qu'il y a vraiment en 4 semaines une amélioration assez nette et qui se maintient plus ou moins au fil du temps. Voilà, donc à suivre. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que les auteurs ont également étudié dans le plasma la sérotonine à gauche, le GABA au milieu, la dopamine à droite, et on voit qu'il se passe quelque chose. Alors, est-ce que c'est bien de diminuer la sérotonine dans le plasma? Je ne sais pas. C'est peut-être la traduction qui a un peu moins de perméabilité intestinale et que la sérotonine va ailleurs, ce qui peut être pas mal si elle va au contact des terminaisons nerveuses dans la paroi intestinale, des choses comme ça. Voilà. Est-ce que c'est bien que le GABA baisse dans le plasma? C'est peut-être bien s'il va ailleurs aussi et exercer des tonus inhibiteurs par d'autres voies. Voilà, à suivre, mais en tout cas, ce n'est pas avec 2 études de transplantation intestinale, de transplantation de microbiote, je veux dire qu'on va faire une révolution dans la prise en charge. Et donc, il faut clairement dire, je crois qu'actuellement, le transfert de microbiote fécal n'est pas validé en routine clinique. Il y a encore des études qui se poursuivent et on a besoin de plus d'évidence, de meilleures méthodologies pour aller dans cette voie-là. Alors, si on ne peut pas encore agir sur le microbiote, il y a quand même des choses qu'on peut faire tout de suite, Amandine, n'est-ce pas? Alors ça, c'est la publicité pour le congrès de Rennes. On va oublier. Alors, tout à fait. Pour faire suite à ce que dit Pierre, effectivement, comment on met en pratique avec les moyens qu'on a, puisqu'effectivement, on est encore dans le domaine de la recherche pour beaucoup de choses. Aujourd'hui, dans le service d'hospitalisation, on a mis en place différents types d'adaptations, des adaptations sensorielles, l'adaptation du discours et le respect de la subjectivité autistique, puisqu'il y a un sens autistique. Sur le plan de l'adaptation sensorielle, on propose de la diète sensorielle, c'est-à-dire qu'une heure avant les repas, on évite de solliciter le patient afin qu'il puisse être disponible sensoriellement pour le repas. Et puis, on peut utiliser des outils d'ergo comme l'outil Z-Vibe, qui est une sorte de brosse à dents en silicone qui permet de désensibiliser la sphère buccale avant l'ingestion d'aliments. Il y a aussi l'adaptation du régime alimentaire aux spécificités. On respecte au départ, en tout cas, une partie des spécificités et petit à petit, on amène le patient à pouvoir s'ouvrir, mais dans le respect de ce qu'il peut faire, de ce qu'il a envie de faire, toujours dans l'idée aussi d'éviter les carences. Donc, on est capable aussi de respecter d'autres particularités comme aussi la température et la texture des aliments. On adapte l'ergonomie comme des assiettes compartimentées.
On favorise un environnement peu bruyant avec la proposition de chambres les plus calmes du service ou par exemple des casques à réduction de bruit. On évite, quand ils ne le souhaitent pas, les repas en collectivité. Et puis, on a développé aussi un Snozelen adapté à leurs particularités sensorielles. Sur le plan de l'adaptation du discours, aujourd'hui, on prend le temps davantage d'expliquer. On fait attention de ne pas leur demander de prendre de décisions hâtives parce qu'ils ont besoin d'un temps pour traiter l'information, pour connecter, savoir ce qu'ils veulent, leurs émotions. Donc, on ne pousse pas à la prise de décision immédiate. On laisse le temps de réfléchir. On adopte un comportement le plus prévisible et fiable possible, ce qui est important, surtout quand on est plusieurs médecins dans l'unité. On accepte que qu'un soignant puisse être un référent, parce qu'en général, ils aiment bien avoir une interaction privilégiée, ce qui est plus facile pour eux, et que ce soit le soignant pivot qui fasse le transfert d'informations si c'est nécessaire. Sur le plan de la subjectivité autistique, aujourd'hui, on prend en compte les valeurs de ces patients. On retrouve assez souvent, par exemple, le véganisme et la défense animale. On a été capable, par exemple, de permettre à une patiente de reprendre du poids grâce à des protéines non animales dans les compléments nutritionnels oraux, parce que jusque-là, on n'avait que du lactose. Et donc, on a réussi à s'adapter et ça a permis à cette patiente de sortir d'une anorexie extrêmement sévère où elle s'est sentie respectée dans ses valeurs. On prend en compte aussi l'identité puisqu'on a une occurrence importante de patients qui présentent des troubles de type dysphorie de genre et aussi ce genre différemment, par exemple non-binaire. Donc, on respecte aussi ça. On respecte aussi l'importance des stéréotypies puisqu'elles ont une fonction importante pour ces patients. Et puis, on a créé des groupes de parole autour du trouble alimentaire et de l'autisme, donc il y a une vraie spécificité pour ces patients, et des lectures thématiques pour qu'ils puissent se retrouver dans des lectures où ça leur parle et se sentent appartenir à ce qu'ils lisent. À Rouen aujourd'hui, si on doit résumer, on recherche systématiquement le trouble du spectre autistique chez nos patients hospitalisés, quel que soit le trouble alimentaire. On utilise la RADS et aussi une évaluation clinique. Et lorsque l'un ou l'autre ou les deux sont positifs, on va aller creuser avec tout un autre d'autres tests que je pourrais tout à fait donner la liste par la suite lors des questions. On sensibilise et on forme l'ensemble des soignants et des médecins nutritionnistes au dépistage ambulatoire, puisque la majorité des patients passent aujourd'hui par l'ambulatoire. Et puis, on fait le bilan des comorbidités associées, puisqu'elles sont très fréquentes dans l'autisme. Il y a évidemment l'anxiété, la dépression, ça c'est une évidence, mais il y a surtout aussi les syndromes de stress post-traumatique, les TOC, la phobie sociale, le TDAH, la schizophrénie, les troubles de personnalité type borderline et les addictions. On a des projets innovants. Depuis 2019, on a développé un hôpital de jour centré sur l'autisme et le trouble alimentaire avec une ergothérapeute, avec un petit nombre de patients. On a 3 patients parce qu'ils apprécient d'être en petit nombre. Et également sur une durée suffisante, donc de 4 à 5 mois, pour une vraie réhabilitation psychosociale. On a aussi des groupes de parole donc, dédiés depuis 2020 qui ont un franc succès. On a développé un partenariat avec le CRA, l'équipe mobile du CRA est venue nous former au diagnostic, et puis également on est allé là-bas se former. Et enfin aujourd'hui, donc, on a à cœur de faire la réhabilitation psychosociale, de faire des dossiers MDPH lorsque c'est nécessaire, et là en ce moment on est en train de développer un partenariat pour l'aide à la réinsertion professionnelle avec une structure dont c'est le métier. Donc au final, qu'est-il arrivé à nos patients du début? Madame E, 46 ans, est sortie avec un IMC à 15,98 en l'espace seulement de quelques mois. Elle n'avait jamais autant pris de poids avec un tel confort. Le diagnostic de TSA qui a été rapide a permis donc, une reprise de poids qui a été mieux tolérée sur le plan à la fois corporel, on l'a vu aussi pour la question de la motricité, du schéma corporel, mais aussi sur le plan des sensations digestives interoceptives. L'identification et la revisite de son histoire à la lumière du diagnostic, ça a permis de mieux comprendre les traumas, les échecs professionnels et relationnels et sa difficulté de gestion du quotidien. Donc, on a pu mettre en place des adaptations, un dossier MDPH avec une RQTH et un projet de reconversion professionnelle qui prend en compte son intérêt restreint. Des entretiens familiaux ont eu lieu, notamment avec la fratrie qui a permis l'annonce diagnostique et un effet positif de soutien. Elle intègre aujourd'hui un HDJ adapté et surtout un groupe de parole qui lui permet de rester vraiment connectée aux soins et se sentir appartenir dans un groupe où ce qu'elle raconte parle aux autres patients et inversement. Et ça, c'est une première pour elle de développer ce sentiment d'appartenance. Et donc aujourd'hui, elle a une meilleure estime de soi et un sentiment d'être respectée en tant qu'individu. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important puisqu'elle n'a jamais été aussi bien à la fois sur le plan chimique et à la fois sur le plan corporel depuis de très nombreuses années. Madame R, donc 16 ans, est sortie avec un IMC à 16,59 au bout seulement d'un mois et demi, qui est quand même aussi plutôt une réussite. Le diagnostic de TSA a été posé très tôt aussi, avec un amendement des idées suicidaires et des conduites autodestructrices dès l'annonce diagnostique.
Un sevrage des crises et une réalimentation qui s'est passée de manière sereine. La recherche de comorbidité a permis de trouver un trouble borderline et une polyaddiction comorbide. On a identifié et pu revisiter son histoire à la lumière aussi de ce diagnostic, les traumas et les polyaddictions, et adapter la scolarité avec un PAI et des contacts avec l'établissement scolaire. L'entretien familial a permis l'annonce diagnostique et des effets positifs de soutien de l'entourage. Il y a aussi la poursuite de groupes de parole et d'HDJ également qui sécurisent la patiente, une meilleure estime d'elle et corporelle et surtout un suivi addictologique dédié à l'adolescent qu'on a pu mettre en place et qui a vraiment franchement aidé. Donc aujourd'hui, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut du TSA dans la nutrition, donc former les centres de TSA au diagnostic du TSA, développer des réseaux, c'est ce qu'on est un peu en train de faire nous à Rouen, développer un réseau TCA-TSA régional. L'idée, ce serait d'étendre ça évidemment au niveau national. Et de la nutrition dans le TSA. À Rouen, on a cette chance d'avoir une diététicienne qui travaillait autrefois d'ailleurs en pédopsychiatrie autour de troubles alimentaires, qui a été embauchée par le Centre de ressources autisme de Rouen pour repérer justement les TCA chez les patients TSA. Et ce serait à étendre évidemment à tous les CRA. Voilà, c'est sur quoi je voulais finir. Et donc, on a une diapo de contact pour que vous puissiez nous rejoindre et nous envoyer toutes vos questions. Merci beaucoup Pierre et Amandine pour ce formidable exposé qui ouvre des pistes vraiment très intéressantes. Je pense qu'il va y avoir un certain nombre de personnes qui vont vous poser des questions. Il y a déjà une première question dans le chat que je trouve particulièrement intéressante. Donc, les adaptations sensorielles que vous avez proposées sont surtout à destination des personnes qui ont un profil d'anorexie. Est-ce qu'il y a des choses, des outils qui sont proposés plutôt dans les TSA associés à l'obésité? Très bonne question, excellente question. Alors, l'obésité et le TSA, en fait, dans la foulée, on a commencé vraiment à se rendre compte qu'il y avait beaucoup de patients autistes chez les patients anorexiques sévères et chroniques. Et puis, on s'est rendu compte aussi, à force d'être formé, on se formait et du coup, on détectait mieux. Et du coup, on a aussi commencé à détecter chez les patients obèses. Et donc, on a un petit temps disons que ça fait 4 ans qu'on travaille vraiment sur l'autisme avec l'anorexie. Et là, ça fait 1 an que vraiment on commence à se poser des questions et à mettre en place des choses pour l'obésité. Et on se rend compte qu'il y a énormément de choses à faire. Donc là, on va ouvrir un HDJ TSA, TCA, obésité, enfin troubles compulsifs en septembre prochain. Donc ce sera expérimental à nouveau, mais comme on a déjà l'expérience de l'anorexie, on a déjà pas mal de choses. Sur le plan des adaptations sensorielles, pour l'expérience qu'on en a aujourd'hui, puisqu'on a aussi fait du diagnostic chez des patients obèses, c'est relativement la même chose. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec les mêmes problématiques de troubles d'intégration neurosensorielle. Il n'y a pas de différence à ce sujet. Donc finalement, on a une transposition relativement similaire. Enfin, il n'y a pas de souci à transposer ce qu'on a déjà mis en place pour l'anorexie dans les autres troubles. Et ce qui est souvent le cas, c'est que les comportements compulsifs qu'on a dans ces cas-là ont aussi un côté stéréotypique, c'est-à-dire que c'est des patients qui compulsent parfois toujours sur les mêmes aliments, les mêmes groupes d'aliments, enfin voilà, et il y a ce côté impulsif, automatique, qui donne vraiment cette impression de conditionnement qui est assez troublant, quoi. Alors, on a Alexandra Fautré qui a levé la main. Alexandra, est-ce que vous voulez poser une question? On n'entend pas. J'ai une question en attendant peut-être que les autres en posent. Quelle est la place de la pratique sportive dans vos prises en charge? Parce que je me souviens qu'à Rouen, à l'époque, lorsque j'ai travaillé, je trouvais que c'était, enfin personnellement, je trouvais que c'était vraiment une très très bonne idée de faire en sorte que les personnes avec TCA réinvestissent leur corps et puissent pratiquer du sport. Je sais qu'à l'époque, dans la vieille psychiatrie, c'était quelque chose qui était assez controversé. Voilà, je sais que les choses ont beaucoup et heureusement évolué sur ce point-là. Donc, où est-ce qu'on en est de cette… C'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup, notamment une de mes collègues, Nadajat Achamra, qui a un protocole de recherche en cours dans ce domaine-là. En fait, moi je suis un garçon pragmatique à les pieds dans la glaise. Je suis né dans la gastro-entérologie et j'ai passé des années à renourrir des dénutris, à m'apercevoir que quand on leur faisait faire de l'activité physique, la renutrition était plus efficace. Donc, assez précocement, dans l'unité où on avait des dénutris sévères
pour anorexie, je me suis dit, mais pourquoi on ne leur ferait pas faire de l'activité physique adaptée aussi? Parce qu'on sait que ça stimule, à l'époque, on ne savait même pas encore que le muscle jouait un rôle dans le métabolisme du tryptophane, hein. Mais on savait déjà que de tirer sur les muscles, ça favorise l'anabolisme. Bon, ce n'est pas révolutionnaire. Et on s'est aperçu assez vite que les patientes à qui on proposait, plutôt que de les enfermer dans leur chambre en les punissant de rester sur le lit, enfin, je caricature à peine, hein, et de les empêcher de sortir, etc., qu'elles étaient très contentes d'aller faire un tour dehors, d'aller marcher, et que si on a mis progressivement, assez tôt, hein, on était à l'époque pratiquement les seuls à faire ça, les gens parfois nous regardaient un peu bizarre, de mettre de l'activité physique dans le service à des IMC à 12 ou 13. Alors c'est tout début, hein, des étirements, de la relaxation, puis petit à petit, on gradue en intensité de façon intelligente, évidemment, avec des professionnels. Hein. Et l'expérience montre que ça fonctionne. C'est-à-dire que les patients sont beaucoup plus détendus par rapport au repas, à la prise de poids. On travaille bien sûr aussi dans le verbal sur l'intérêt en termes de redistribution de la composition corporelle harmonieuse, plutôt que de mettre tout le gras dans le ventre, hein, ce qui était quand même ce qu'on faisait avant, il y a 30 ans, lorsqu'on enfermait les filles en disant « mange et tais-toi » à 2500 calories, on faisait de l'adiposité viscérale, ce qui n'était quand même pas strictement idéal. Bref, ça marche. Alors, on est en train maintenant d'essayer de le préciser un petit peu dans l'efficacité, vraiment sur la performance de renutrition. Et puis, on a des modèles animaux. Sur nos modèles animaux ABA, justement, Najat Achamra a beaucoup travaillé là-dessus, qui montre que quand on associe l'activité physique à la phase de renutrition, eh bien, on a moins d'anxiété chez la souris. Et on a une réorientation du métabolisme du tryptophane vers la sérotonine, vers la kynurénine au lieu de l'acide kynurénique, etc. Donc, il y a des choses absolument passionnantes qui sont en train de se passer en termes de myokines, de neurotransmetteurs, grâce à l'activité physique. Donc, le muscle et le microbiote parlent au cerveau, gentiment. Alors, il y a beaucoup de questions qui arrivent. Hein. J'ai une question, je trouve ça hyper intéressant parce que je voudrais parler du TDAH. Je vois qu'il y avait une question là-dessus. Il y a une comorbidité bien connue entre autisme et TDAH. TDAH et troubles alimentaires, notamment binge eating disorder. Donc, évidemment, qu'on recherche le TDAH et qu'on le trouve. On a plusieurs expériences là récemment. Et du coup, autre piste qu'on est en train de développer, mais ça, c'est encore autre chose. Donc là, moi, j'ai posé, je me suis formée et je pose des diagnostics de TDAH parce qu'à la base, je suis pédopsychiatre. Donc déjà, c'est un avantage. Et évidemment que si on a un TDAH, un binge eating disorder, intéressant de rechercher l'autisme. Si on a un autisme, un binge eating disorder, on recherche le TDAH, et ainsi de suite. Enfin, et donc, on a vraiment cette… aujourd'hui, on recherche systématiquement tout ça. En fait, dès qu'on a certains éléments tout de suite en tête, on recherche. Et on traite. Et évidemment, cette démarche intégrative que vient très bien d'illustrer Amandine sur les comorbidités psychiatriques, on l'intègre aussi sur les comorbidités dites somatiques. Je ne sais pas où est la frontière d'ailleurs, je crois qu'il n'y en a pas, avec tous les troubles digestifs, les douleurs chroniques, les fibromyalgies. On a tout un bouquet, si j'ose dire, hein, malheureusement, de symptômes, et c'est très, très important pour les patients d'unifier la perception, l'approche, l'accueil global de la personne et de faire une proposition thérapeutique intégrée plutôt que de faire le ping-pong entre les spécialistes. Tout à fait. Je voyais que j'ai une question en même temps. Quoi penser de l'usage des renforçateurs alimentaires dans le TSA? Alors, très sincèrement, je ne sais pas ce qu'est. J'aurais du mal à qualifier ce que c'est qu'un renforçateur alimentaire. Alors là, joker. Alimentaire dans l'éducation structurée, c'est un renforçateur positif que on va proposer à la personne si le comportement est adapté. Alors, moi, j'ai une position qui est assez radicale. Après, c'est ma position subjective. Hein. Je suis allée me former au CRA. Il y avait toute une formation sur la méthode ABA, tout le bazar. Et moi, je suis sortie assez en colère et effarée, en fait, de la notion d'éducation, punition positive, enfin, des trucs complètement hallucinants. En fait, je me suis dit, c'est comme, en fait, voilà, moi, j'ai une vision que j'ai partagée, parce qu'avoir côtoyé énormément ces patients-là, j'ai eu l'impression d'avoir la chance, presque quelque chose d'anthropologique, et ce que j'ai partagé avec d'autres psychiatres qui ont cette vision-là aussi, d'ailleurs, d'une forme d'anthropologie, c'est-à-dire d'aller dans leur monde sans jugement et d'aller découvrir ce qu'ils avaient à me dire. Et en fait, nous, en tant que neurotypiques, avec certaines de ces méthodes-là, moi, je trouve qu'on fait la même chose que si on colonisait, en fait, d'autres cultures et qu'on allait, je sais pas moi, essayer de vendre le christianisme. Bah, moi, je trouve qu'on fait le même travail, c'est le vécu d'ailleurs des patients,
de dire, en fait, on veut que je devienne neurotypique. Alors, quand ils sont intelligents, comme on en a beaucoup, hein, avec des hauts potentiels intellectuels, eh ben, effectivement, ils savent camoufler relativement bien ce qui est coûteux et source de souffrance et d'isolement. Mais en fait, ils s'adaptent dans la douleur. Et donc, nous, aujourd'hui, je pense qu'il faut changer vraiment de paradigme. Moi, je pense qu'à un moment donné, cette idée d'un monde autistique, d'une identité, d'un sens autistique, ben, moi, je suis convaincue que, de par mon expérience du terrain, que c'est effectivement ça, et que nous, en tant que neurotypiques, on a à nous adapter aussi à eux. Et que, du coup, je ne suis pas pour les renforçateurs du tout. Voilà, ça, c'est vraiment ma réponse. Alors, je vois une question, c'est une chance de dépistage là où des adultes n'ont jamais été diagnostiqués TSA ou TDAH. C'est clair, hein, on récupère, entre guillemets, la jeune E de 42 ans, la violoncelliste, qui d'ailleurs do joue dans l'orchestre du CHU que je dirige. C'est quand même super sympa. On fait vraiment de la réintégration, nous. Voilà. Eh bien, typiquement, 42 ans, 20 et quelques années, on ne sait pas combien de TSA méconnus derrière son TCA mal compris. Hein. Et c'est vrai que ce côté, pas comme les autres, on fait comme d'habitude et ça ne marche pas. Plutôt que de dire que c'est la faute de la patiente qui n'est pas disciplinée, qui n'est pas sage avec les docteurs, je pense que c'est nous remettre en question. Si ça ne marche pas alors qu'on a l'impression de faire bien comme d'habitude, c'est qu'il y a autre chose et qu'il faut essayer de comprendre pourquoi notre approche habituelle ne fonctionne pas. C'est parce qu'elle n'est pas adaptée et qu'il faut qu'on trouve et qu'on soit à l'écoute des patients pour trouver. Moi, je leur dis parfois, il faut que vous nous aidiez à trouver le mode d'emploi. Nous, on veut faire plein de choses pour vous aider, mais aidez-nous à trouver le mode d'emploi. Alors, comment peut-on faire partie du réseau pour créer un lien ville-hôpital? Et Nathalie est diététicienne. Alors, nous sommes en train, comme dans différentes régions, nous avons la chance d'avoir été, comme on est très investi sur les TCA depuis de nombreuses années, sur Rouen aussi bien chez l'adolescent, donc avec l'équipe de Priscille Gérardin, et chez l'adulte dans notre équipe. On est un très gros centre, donc on a été labellisé centre de ressources régionales par l'ARS dans le cadre de l'appel d'offres de la DGOS sur les centres de ressources régionaux. Et donc, on est en train de prendre notre bâton de pèlerin pour aller rencontrer toutes les bonnes volontés. Donc, si vous êtes en Normandie, Madame Nathalie de Mouliaguet, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on est preneur de toutes les bonnes volontés pour améliorer la prise en charge des TCA en général et en particulier des patients qui ont ce double burden, ce double fardeau de la comorbidité TCA-TSA. Donc, il faut faire, je dirais, une opportunité d'amélioration de la prise en charge plutôt qu'un handicap. Tout à fait. Alors, vers qui orienter un adulte avec TSA et obésité dans le nord de la France? Alors, écoutez, on pourra en discuter. Le mieux, c'est de nous envoyer un petit mail et puis on peut voir. Moi, je connais pas mal de monde dans le milieu du TCA et de la nutrition. Je ne connais pas encore tout le monde dans le milieu du TSA, mais on fera volontiers connaissance. Alors, c'est vrai qu'avant d'orienter, je pense qu'il faut être un peu… Bon, j'imagine que le repérage, le diagnostic a été fait, mais effectivement, parfois, on ne trouve pas toujours d'interlocuteur au premier abord et il faut se constituer. On voit bien, c'est une thématique qui émerge depuis quelques années, qui devient, enfin pour nous, qui est devenue une évidence parce qu'on est un peu déformé, mais peut-être que tout le monde n'est pas encore en éveil. J'espère que ce webinaire y contribuera et qu'après, il faut qu'on se donne un peu des outils et puis il faut le temps de créer, de proposer des équipes, enfin, en tout cas de former. C'est comme dans tous les aspects de la médecine, ça prend un petit peu de temps, mais on va y arriver. Moi, je voulais répondre à la question sur un autisme plus sévère parce que j'ai eu la chance de découvrir que dans le réseau Croix-Rouge, il y avait une pédopsychiatre qui s'appelait le docteur Vanessa Girard, J-I-R-A-R-D, qui travaille dans une structure pour les autistes plus sévères. Et elle s'est formée auprès de Brigitte Harrison à la méthode SACAD, qui est une méthode qui est canadienne. Brigitte Harrison est elle-même autiste. Et en fait, elle a eu d'excellents résultats en adaptant l'environnement par rapport à la sensorialité et par rapport à la manière dont l'information est traitée dans le cerveau chez le patient autiste. Et donc, elle a vraiment une expérience de ça très positive. Donc, je pense qu'il faudrait voir avec elle parce que moi, j'ai eu des discussions très passionnantes avec elle à ce sujet. Moi, c'est vrai que je n'ai pas de patients déficients, donc je n'ai pas cette chose-là, mais je pense que les choses se transposent assez bien aussi. Parce
que finalement, ça reste des adaptations sensorielles ou des adaptations à la manière dont ils traitent l'information. C'est pareil aussi lorsqu'ils sont, on va dire, avec des QI normaux ou des QI de haut potentiel. Et voilà, il y a en tout cas des gens qui sont tout à fait compétents dans le domaine. Alors, je vois que Nathalie se réjouit parce qu'elle est dans l'heure et donc elle va pouvoir nous rejoindre bientôt. C'est très bien. J'ai vu Asperger en passant dans une des questions. Alors, effectivement, elle n'a pas beaucoup mentionné, mais on a quand même sur l'ensemble des patients qu'on détecte avec l'association TSA, TCA, plutôt nous, alors il y a peut-être un biais de recrutement, hein, des non déficitaires, ce qu'on aurait appelé des syndromes d'Asperger, avec parfois même des très hauts potentiels, des profils probablement à risque. C'était une des autres questions qu'on avait eues sur le mail avant le début du webinaire, hein, les facteurs de risque conjoints TCA, TSA, probablement ce profil un peu anxieux, perfectionniste, de la performance, qui se met la pression. Ça traduit probablement peut-être certains gènes de susceptibilité dont on sait qu'ils sont liés au risque d'anorexie mentale. Ça, pour le coup, c'est assez bien établi. Je ne connais pas beaucoup la génétique du TSA, mais en tout cas, on voit bien que ce côté rigoureux, obsessionnel, ritualisant et qui veut toujours être au maximum, expose à de l'épuisement psychologique, on le sait bien, expose à des dérives addictologiques, etc. Et probablement favorise la survenue du TCA et inversement. Enfin voilà, on a probablement un certain nombre de faisceaux de facteurs de susceptibilité génétique ou autres et de facteurs d'environnement, de déséquilibre qui sont les mêmes. Quelqu'un demande s'il sera possible les slides. Oui, bah, je pense que oui. On pourra donner voilà. Et puis, de toute façon, il n'y a pas de problème. Hein. Il y aura le replay, c'est ça? Exactement. Tout sera mis en ligne sur notre chaîne YouTube. Donc, les personnes auront l'occasion de revoir ces interventions. Peut-être une dernière question avant qu'on mette fin à ce webinaire. Donc, une question qui a été posée par Paul sur le suivi et l'évolution en post-chirurgie bariatrique. Je l'avais attrapée, celle-là. J'avais très envie de la prendre, cette question-là. Alors, danger. Hein. De toute façon, TCA, chirurgie bariatrique, danger. Hein. Même si le TCA est ancien, même si apparemment l'anorexie, c'était il y a 20 ans, la boulimie il y a 15 ans, l'hyperphagie il y a 10 ans et qu'aujourd'hui, à 40 ans, tout va bien. C'est des patients sur lesquels on reste extrêmement prudent en termes d'indication de chirurgie bariatrique, même à 45 ou 50 d'IMC, hein, parce qu'on sait que malheureusement, on a beaucoup de cas de réactivation du TCA en post-chirurgie bariatrique, soit rechute de compulsion et donc échec sur le plan de l'obésité avec tout ce que ça peut comporter comme découragement, conduite suicidaire, etc., soit au contraire des virages anorexiques parfois extrêmement sévères, 20 ans après la poussée anorexique de l'adolescence. Donc, danger. Je n'ai pas eu beaucoup d'expérience pour l'instant. Je pense que j'ai un patient là que je suis depuis très longtemps qui est quand même vraiment très handicapé par son obésité maintenant, qu'on a beaucoup accompagné. L'hyperphagie est relativement canalisée. Il est jeune. On va peut-être aller quand même à la chirurgie bariatrique. Donc, il a un TSA non déficitaire, un Asperger. Bon, on va peut-être y aller quand même, mais voilà, surveillance plus et vraiment beaucoup de prudence. Très bien. Eh bien, il me reste à vous remercier tous les deux pour ces échanges passionnants, pour la clarté de votre présentation, des aspects les plus cliniques à la recherche, à la prise en charge. Je crois que les personnes qui ont pu y assister ont beaucoup apprécié. Donc, merci infiniment à tous les deux et je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir à tous. Merci, au revoir.